Honorable Président du Bureau provisoire du Sénat, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Honorable Président, honorable membre du Bureau provisoire, honorable sénateur, estimés collègues, élus des élus et représentants légitimes de notre province. Permettez-moi de prime abord de vous adresser mes salutations les plus fraternelles en ce moment solennel et historique. Et je tiens particulièrement à saluer ici l'honorable sénateur collègue Idrissa Afani pour son mot de soutien et sa décision honorable. Mais aussi l'honorable sénateur Mukamba pour son allocution. Je tiens à vous réitérer mes vifs remerciements pour avoir accepté de prendre part à cette séance d'audition des allocutions de campagne pour l'élection des membres du bureau définitif de notre Chambre parlementaire. C'est pour moi un grand honneur et une grande responsabilité que de me présenter devant toutes ces éminences que vous êtes. Et je reconnais plusieurs d'entre vous, si pas tous, dont je suis personnellement témoin de la pertinence et la qualité du travail qui ne cesse d'abattre dans notre pays. C'est un honneur, disais-je, de prendre la parole pour vous faire part de mon ambition, de présider aux destinées de la prestigieuse institution qu'est le Sénat. Notre Chambre, qui tire son existence de la Constitution, ses articles 100, 104, 105 et 106, constitue une partie essentielle de la vitalité de la démocratie en République démocratique du Congo. Par ce fait, il s'avère nécessaire que nous, honorables sénateurs, puissions hisser toujours plus haut son image de noblesse et montrer son importance dans le microcosme des institutions de notre pays. C'est dans ce cadre et pour cet objectif spécifique que s'inscrit ma candidature comme président du bureau définitif du Sénat. Certes, je mesure la portée de cet enjeu et ce avec une certaine gravité, vu les attentes de notre peuple et les missions assignées à cette chambre des sages que nous constituons. Ainsi, pour m'assurer de la meilleure perception possible de ma candidature par votre auguste assemblée, honorable sénateur, j'ai pris la précaution de mettre à votre disposition un support de communication contenant quelques informations sur ma personne et sur les raisons qui m'ont poussé à me porter candidat. Et il n'y aura plus des demandes fantaisistes, des dommages-intérêts fantaisistes. Où vous posez la question à M. Pelé Mongo. Je vois son frère et son frère de l'ethnie, comment il s'appelle? C'est monsieur qui est à l'étranger là. Je comprends, ça c'est la solidarité ethnique. Mais Keboké, tu demandes à son frère de lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'il était venu faire au bureau du ministre de la Justice? Il faut qu'il lui pose la question, n'est-ce pas? Keboké, tu écris à l'étranger là-bas que le pays doit changer, n'est-ce pas? Mais le pays ne va pas changer avec des voleurs et des escrocs. Si lui veut revenir dans ce pays, ça veut dire que nous devons améliorer le climat des affaires et accroître les recettes publiques. Je m'appelle professeur, docteur ingénieur Sylvain Alongo Longomba. Je suis directeur général de l'Institut du bâtiment et des travaux publics de Kisangani, IBTP-KIS en sigle. Oui, nous avons visité le bâtiment, nous avons vu les innovations que vous avez apportées au sein de ce bâtiment. Comment, où est-ce que d'abord, quelles sont les stratégies que vous avez amenées pour arriver jusqu'à ça? Les stratégies sont nombreuses. Premièrement, dès la prise des fonctions, l'année académique 2021-2022, j'avais convoqué les conseils de l'Institut. Parce que vous savez, il n'y a rien dans un établissement d'enseignement supérieur universitaire qui dépasse ce qu'on appelle la planification stratégique. Et ces conseils avaient un seul point à l'ordre du jour, l'élaboration de notre plan stratégique. Et j'ai appris, c'était une matière nouvelle pour l'ensemble de la communauté universitaire. J'ai initié
aux acteurs universitaires comment on peut élaborer les plans stratégiques. Nous avons élaboré notre plan qui contient 5 axes que je vais vous partager. C'est un plan important qui reprend tout ce que nous venons de visiter avec vous. Et dans ces plans, on a défini nos objectifs d'ici l'horizon 2027. Qu'est-ce que nous comptons faire de l'établissement d'ici 2027? C'est comme ça qu'on travaille si vous voulez gérer de manière efficace un établissement d'enseignement supérieur universitaire. Et toutes les actions réalisées sont des actions concertées et planifiées en amont. Au-delà de ça, nous avons essayé de faire une politique qui surprend et qui a surpris tout le monde. C'est la politique des marmites uniques. Vous savez, au début de chaque année académique, il y a ce qu'on appelle la prévision budgétaire. On avait élaboré notre prévision budgétaire de l'année et nous avons fait une politique de prendre les recettes disponibles, de les mettre ensemble et de regarder, sur base de notre plan stratégique, quelles sont les priorités, n'est-ce pas, pour l'établissement, afin que nous puissions rencontrer, assoiper notre plan d'émergence axé sur la démarche qualité. Et ce qui a été fait, et nous sommes à ce stade, à ce jour. Au-delà de ça, nous avons essayé quand même de capitaliser une longue expérience qu'on a acquise à travers les organisations internationales. Il y a plusieurs façons de transformer une entité. Il y a les procédures de passation des marchés, n'est-ce pas, pour certains seuils de financement. Mais ici, comme on avait des petits montants, nous sommes recourus aux fournisseurs locaux et nous avons interrogé la pertinence de notre main-d'œuvre. On a valorisé les ressources propres. Les grands secrets de ces travaux, c'est la valorisation des ressources propres que nous appelons dans les manuels de procédures de passation des marchés et réalisation des travaux en régie. En tout cas, je crois que si les autres collègues pouvaient copier ces modèles, ils peuvent évoluer vers l'émergence. Et je dois vous avouer que nous sommes la référence de tous les travaux que vous voyez dans la ville de Kisangani. Si vous voyez la peinture dans un établissement, l'origine c'est ici. Nous avons révolutionné positivement les établissements d'enseignement supérieur universitaire dans la ville de Kisangani et province de la Tchopo en général. Voilà. Est-ce que l'UBTP est fier de ces ressortissants d'ici ou aider peut-être les compatriotes dans les différents domaines de construction, des ingénieurs et non, franchement, l'UBTP est fier. Et si vous arrivez à l'IEC Kisangani, vous verrez les accotements qu'on a réalisés avec les bétonnages. Ce sont des travaux qui sont faits avec les ingénieurs de l'IBTP. Et même les étudiants qui sont encore à l'IBTP à ces jours, ce sont eux qui ont réalisé ces travaux. Nous sommes vraiment fiers et nous ne sommes pas satisfaits parce qu'il faut quand même qu'on aille plus loin. Et les travaux de rénovation, aujourd'hui, sont des travaux axés sur les nouvelles technologies et nous devons tout faire pour améliorer encore les profils de sortie de nos étudiants. C'est comme ça que nous sommes en train de vouloir stabiliser l'aspect infrastructurel, les cadres de formation. Et maintenant, nous sommes en train de nous basculer vers la formation des ressources humaines. Et nous rassurons que d'ici là, l'IBTP, même pas avec nous, et avec les autres qui viendront après nous, ça sera une haute école d'ingénierie au cœur de l'Afrique. Vous avez parlé d'une vision d'horizon 2022-2027. Qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui l'autorité suprême décide peut-être de porter votre mandat d'ici pour vous donner ailleurs? Quelle est la politique que vous allez faire? Question pour vous de scinder un peu cette vision de l'horizon 2022 à 2027. Et je crois que la politique, elle est claire. On venait de tenir le conseil de l'Institut. Et la politique, elle est seule de faire d'abord l'évaluation à mi-parcours, les niveaux de réalisation, d'exécution du plan stratégique. Et nous venions récemment du conseil, le niveau d'exécution a été satisfaisant, mais nous avons aussi ressorti les faiblesses, lesquelles faiblesses ont fait objet de recommandations opérationnelles et on a attaché à chaque recommandation opérationnelle les responsabilités. Ça, c'est déjà une bonne chose pour celui qui peut venir après moi. Et deuxième chose est que l'outil là que nous avons élaboré, et je vous l'ai dit, c'est un outil hautement stratégique. Nous sommes respectés à l'extérieur du pays. Quand j'ai des réunions en ligne, même quand je suis venu ici, vous êtes là, j'étais en train de parler avec un professeur à l'université de Fribourg, et il m'a demandé, ils attendent la mise à jour de notre plan stratégique, sur base des réalisations que vous venez de visiter là. Qu'avons-nous déjà effectué? Parce que dans le cadre partenarial aussi, on nous attend de l'autre côté pour cristalliser des coopérations interuniversitaires qui favorisent la mobilité internationale des enseignants et des étudiants. Déjà, ces outils sont des outils de travail pour tout celui qui viendra après nous. Et autre chose, je vous dis, si vous êtes parti par le plan stratégique, moi qui vous parle là, même comme nous parlons, on m'annonce que je suis parti, je quitterai avec vous dans la plus grande joie.
quand on travaille avec un plan stratégique, on n'est pas lié au pouvoir, mais on est lié aux actions. Et si on vous dit, arrêtez-vous là-bas, vous allez dire, merci beaucoup, le jour de la remise et reprise, vous informez à votre successeur ce que vous avez fait. C'est un peu l'avantage que nous avons. Et avec cet outil, au-delà de ce que nous venons de visiter, j'aimais ça vraiment honoré d'avoir contribué d'abord comme un vrai fils de la province, parce que ça aussi, ce sont des questions qui ont alimenté beaucoup de polémiques. Au début, quand j'ai commencé les travaux, les gens n'acceptaient pas que j'étais quelqu'un de cette province. Vous doutez toujours que non, comme moi, j'ai cette volonté-là de transformer les choses comme ça. Mais nous nous disons, nous sommes dans les bons et puis on peut avancer. Moi, je vais poser une petite question. Aujourd'hui, vous avez produit combien de licenciés qui sont sur le terrain? Mais aussi, pour finir, l'inscription commence d'ici là. Vous aurez peut-être un message à lancer aux Polonais, aux Polonaises pour rejoindre. Oui, nous avons formé, je n'ai pas de chiffres avec moi par cœur, mais les cadres formés avoisinent, depuis que nous sommes là, c'est plus de 500. Et confondus, hein, parce qu'ici on a deux cycles. On a le premier cycle qu'on forme les ingénieurs techniciens et le deuxième cycle qu'on forme les ingénieurs full. Et techniciens et full confondus, on peut dépasser 500 étudiants. Et parce que déjà, si vous regardez les auditoires qui sont les plus peuplés, c'est l'auditoire pour les systèmes LMD, c'est Bac 3 ou L3. Ils sont très nombreux, mais dans les orientations différentes. Par rapport à l'inscription, je vous dis, l'inscription chez nous ici, on ne fait pas publicité, nous refusons plutôt les étudiants depuis que nous sommes là. Actuellement, je reçois les appels. Il y a même des étudiants de Kinshasa qui viennent étudier ici. Il y a des conseillers au conseil d'administration, des conseillers au secrétariat général qui, une fois seulement visités comme vous, ils ont fait confiance à la maison, ils envoient les affaires là-bas. Et toute la partie Est, Goma, Butembo, Bukavu, partout, Beni, les étudiants viennent ici. Isiro, Équateur, donc, seulement le fait d'avoir fait des travaux, c'est ça notre marketing. Nous ne sommes pas là pour pour lancer les ordonnances et lois, créer l'IBTP dans les réseaux sociaux pour que les étudiants viennent. Non, les étudiants eux-mêmes comprennent et les parents envoyons les affaires là-bas parce qu'il y a l'assurance, il y a la qualité. Voilà, pour finir, demain c'est le 2 août, il y aura une cérémonie de commémorer le victime. On a senti la présence de plusieurs membres du gouvernement, représentant le chef d'État qui sera aussi également pour le représenter. Vous étant que responsable de l'IBTP, que vous gérez une masse, quel est d'abord votre message à la population qui va reçu? Oui, le message, c'est un message de consternation, parce que vous savez, quand on parle de la commémoration qui s'organise, je vous avais parlé hier, c'est une ville hospitalière, c'est aussi une ville martyre. Martyr, moi qui vous parle, j'ai risqué la mort. Pendant la guerre de 6 jours, j'ai perdu mon petit frère. Donc, c'est vraiment une journée qui fait mal au cœur. Mon petit frère, j'étais avec lui au campus. Il est allé juste acheter les haricots. En rentrant, quand il a fini à préparer, il habitait le centre-ville. Et les coups de balle ont commencé. Il me dit non, je rentre à la maison. Je lui ai dit, reste au campus. Il est parti, il est mort. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment une journée qui fait très mal. On a perdu des êtres chers, mais c'est un passage de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons rester grands, nous devons vraiment regarder l'avenir. Moi, j'ai lancé vraiment aux autorités de la République de prendre toutes les précautions pour sécuriser la République et pour que de pareilles circonstances ne reviennent plus. Et nous compatissons avec toutes les victimes que nous avons perdues et que les âmes de nos frères reposent en paix. Et cette journée-là, que nous soyons ensemble, moi, mon message est de dire ceci à tous les compatriotes et que nous puissions nous aligner derrière les chefs de l'État. Quand nous restons derrière les chefs de l'État, nous resterons un pays indivisible. Malgré les spectacles artificiels que nous vivons à l'est du pays, je vous le rassure, le Congo restera un et indivisible. Donc, le fait d'avoir choisi Kisangani pour cet événement, je vous dis, c'est une réussite, c'est une victoire pour l'unité de la République. Voilà, monsieur le directeur, avant de chuter, je veux un peu savoir, parmi les membres du comité, il y a plus ou moins combien de femmes? Est-ce que vous ne parlez pas de femmes? Merci beaucoup. Malheureusement que moi, je ne désigne pas. Je suis choisi parce que normalement, les DG, les recteurs sont nommés par ordonnance, mais depuis un certain temps, depuis l'avènement du chef de l'État, président Kabila, on avait donné le pouvoir au ministre pour les DG et les recteurs de désigner et pour les collaborateurs de les nommer.
j'ai été désigné par les ministres. Et le reste de mes collaborateurs sont des hommes. Et mon comité de gestion n'a pas malheureusement de femmes. Qu'est-ce qui a été à la base de ça? Il y a que le ministre qui nous a choisi qui connaît les raisons. Il ne saurait pas être son avocat par rapport à ses préférences des animateurs. Voilà. Monsieur le directeur général, pour la dernière question, quelles sont vos attentes par rapport au nouveau gouvernement et au nouveau ministre de l'ESI? Parce que beaucoup de réalisations ont été faites sur fonds propres. Quelles sont vos attentes pour l'émergence de cette institution? Oui, c'est une question que j'attendais. Elle est pertinente. Je crois que vous avez vraiment choisi la meilleure. Et nous attendons beaucoup de son excellence. Vous avez vu ce que nous venons de faire comme travail à l'IBTP. Ce sont des efforts qui méritent un encadrement de la hiérarchie et un soutien du gouvernement. Et j'ai fait le bio-ingénieur. Et ce que vous venez de voir là, je vous dirais que c'est rien parce qu'il manque une chose. On n'a pas de laboratoire. On ne forme pas un ingénieur sans laboratoire. Nous ne sommes pas allés avec vous de l'autre côté. Peut-être qu'en sortant, avant de quitter, si vous allez prendre quelques images là. J'ai visité avec Madame la ministre, son Excellence, Marie-Thérèse Sombo. Elle a vu les colonnes qui sont restées. L'unique catégorie de travaux qui sont restés orphelins, c'est ces travaux-là de laboratoire. Parce qu'on a été asphyxiés financièrement. On a perdu beaucoup d'argent qu'on a investi dans l'infrastructure, mais il y a un élément important, les bâtiments, les laboratoires. Nous cherchons, vraiment nous attendons un appui du gouvernement de la même manière qu'on a fait à l'IPEN, de la même manière qu'on a fait à l'INIKIN, de la même manière qu'on a fait à l'INIBU et à l'INBTP à Mbujimaï. Nous osons croire que comme Kisangani a été choisi, et Kisangani mérite ça parce qu'un laboratoire à l'IBTP, ça va desservir toute la partie nord-est de la République. Ça, c'est la première attente du gouvernement. Deuxième attente, l'établissement, et c'est une faiblesse, fonctionne essentiellement avec les professeurs visiteurs. L'établissement est resté 3 décennies sans professeur. Il y a seulement les chefs de travaux et les assistants. Et allez-y comprendre, cela constitue un choc financier important pour le recrutement des professeurs visiteurs. Et cela nous consomme beaucoup d'argent chaque année académique. Qu'est-ce que nous attendons comme alternative et que nous attendons l'accompagnement? J'ai proposé à son Excellence, elle est passée sur 2 alternatives. La première, c'est de favoriser le recrutement des professeurs à temps partiel. Ça se fait partout, même en RDC. C'est-à-dire que vous êtes professeur à l'INIKIN, à la faculté de Polytechnique. Vous êtes aussi professeur partiel à l'IBTP Kisangani pour une matière spécifique. Deuxième chose, c'est de nous appuyer. On a élaboré un projet de mobilité interuniversitaire avec les professeurs congolais et les professeurs belges, français et suisses. Et cette mobilité-là représente X montant que nous allons soumettre au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous apporter un soutien financier. Comme ça, si ces enseignants-là viennent, ils viendront dans un cadre d'un projet précis de mobilité interuniversitaire. Nos finances seront affectées à autres postes budgétaires pour l'émergence de l'établissement. Troisième attente, c'est quoi? Nous avons beaucoup de projets bilatéraux avec les partenaires européens où nous avons été partie prenante par rapport aux manifestations d'intérêt. Nous attendons aussi l'accompagnement du gouvernement pour nous donner ces marchés, lesquels marchés prévoient à la fois la formation doctorale et la construction des laboratoires. Et si nous avons ça, aussi, la question soulevée par votre collègue, qu'est-ce que nous faisons pour les inscriptions? Nous sommes débordés. Les infrastructures que nous venons de visiter ne représentent rien par rapport au nombre des étudiants. Nous avons des effectifs galopants. On attend aussi du gouvernement de nous renforcer dans l'amélioration des capacités d'accueil, c'est-à-dire construire d'autres auditoires de grandes capacités pour résorber les effectifs que nous avons. Je crois que si on a ces 4 ou 5 choses, vous revenez ici 3 ans, même avec d'autres animateurs, vous trouverez l'IBTP Kisangani vraiment devenir une haute école d'ingénierie au cœur de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup.